Monsieur Arnochet, bonjour. Oui, bonjour à vous, Franck. Merci de m'accorder cet entretien sur l'actualité internationale. La situation au Moyen-Orient se dégrade. Pensez-vous que prochainement, les pays occidentaux ou les alliés attaqueront la Syrie? Alors, les pays occidentaux et les alliés, pour l'instant, ils sont deux. Ce sont les États-Unis et la France, puisque M. Cameron, grand malheur pour lui, n'a pas obtenu une majorité au Parlement, et notamment dans ses propres troupes. Dans les rangs des conservateurs, il y a eu des voix qui se sont violemment opposées, alors pour toutes sortes de raisons. On pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. Donc cette coalition est réduite à la portion congrue. Vous remarquerez comme moi, la presse n'en parle pas, que les Turcs qui sont au premier rang des va-t-en-guerre, qui jouent un rôle très important dans le soutien de la rébellion et de la guerre tout court dans les brigades internationales qui combattent en Syrie, la Turquie est totalement absente du débat. Elle prêtera bien entendu son espace aérien. La grande base d'Incirlik en Turquie, dans le sud de la Turquie, va jouer son rôle pour d'éventuelles frappes, mais ces frappes, j'y crois. Et donc coalition qui va faire la guerre. Non pas parce que la guerre est nécessaire, non pas parce qu'elle serait utile, non pas parce qu'elle est moralement indispensable. On fait la guerre, dans tout ce type de cas de figure, on fait la guerre parce qu'on veut faire la guerre. Donc parce qu'on veut faire la guerre, il y aura non pas la guerre, mais des frappes du même type que celles qui ont touché l'Irak dans l'hiver 1998, quand M. Clinton était empêtré dans l'affaire Lewinsky. Vous savez, cette stagiaire qui avait eu des rapports très, très particuliers et très intimes avec lui. Et donc des frappes qui ont duré je ne sais combien, 72 heures peut-être, extrêmement puissantes, des salves de missiles de croisière. Nous sommes dans le même cas de figure à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qui justifie, à votre avis, l'imminence des frappes? Pourquoi n'ont-ils pas frappé avant? Ils n'ont pas frappé avant, tout simplement parce que jusqu'à cette nuit ou à hier soir, la délégation des Nations Unies, les experts des Nations Unies en matière d'armes chimiques étaient toujours présentes sur le terrain. Ces experts sont partis en catastrophe hier, en avance d'ailleurs sur leur horaire. Je crois qu'ils sont partis à 5 h du matin au lieu de 6 h du matin ce samedi. On ne pouvait décemment pas frapper sur un pays où des représentants des Nations Unies auraient pu être non pas pris en zone otage, mais éventuellement d'ailleurs touchés ou lésés. À noter que les réponses apportées par ces experts ne seront pas connues avant plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. Donc on frappe, mais on frappe dans l'inconnu, sur des assertions, sur des affirmations qui restent non étayées, non documentées, non prouvées. Vous pensez qu'ils frapperont avant le rapport? Ce ne serait pas plus logique qu'ils attendent le rapport pour Alors frapper? le rapport, ils ne peuvent pas. Monsieur Obama doit se rendre en Suède mercredi prochain. Il n'a pas annulé son voyage. Ce lundi est un jour férié, aux États-Unis. Tout est prêt. Je pense que pour des frappes limitées dans le temps, 24, 48 ou 72 heures, il n'y a plus de délai. Donc je pense que à l'heure où vous mettrez cette vidéo en ligne, les frappes seront peut-être déjà intervenues. Une question que je me pose, pourquoi n'ont-ils pas sorti plus tôt leur mensonge des armes chimiques, comme ils l'avaient fait pour attaquer l'Irak avec les armes de destruction massive? Pourquoi ils ont attendu plus d'1 an, 1 an et demi? Alors ils l'ont sorti beaucoup plus tôt, c'est un thème récurrent, mais même depuis le début des années 2000, 2003, 2004, on commence à faire un procès d'intention sur les armes chimiques syriennes. Régulièrement, il y a déjà eu plusieurs accusations d'utilisation d'armes chimiques, je crois d'ailleurs à Homs, de même qu'il y a eu plusieurs massacres qui ont été instrumentés pour tenter d'allumer la mèche. On a battu le briquet, sauf que la poudrière, la mayonnaise n'a pas pris. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'était le bon, c'était la bonne occasion, l'occasion ou jamais, et je crois que c'est l'occasion qui fait le larron. Depuis les événements de la guerre en Syrie, est-ce que vous pensez que le régime syrien a été quand même un petit peu déstabilisé, ou au contraire pas du tout? Il l'a été forcément, le pays est en ruine. Encore une fois, nous avons
à faire. Et là, un parallèle serait à établir avec les événements récents en Égypte, notamment les grands massacres anti-frères musulmans. Il y a eu des centaines de morts. On s'aperçoit que en fait, l'engrenage de la peur, de la terreur et de la guerre s'est établi selon des procédures qui sont bien connues, mais qui ne sont pas apparues aux yeux des grands publics, puisqu'ils sont systématiquement sous-informés, mais surtout désinformés par les grands médias. Donc le pays est en ruine, puisqu'il s'agit plus d'une guerre internationale, même essentiellement d'une guerre internationale, avec des brigades internationales, le mot que j'ai utilisé il y a quelques instants, des combattants notamment soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont les représentants, il ne faut pas l'oublier, étaient invités à l'Élysée la semaine passée. Donc la France est associée à des États terroristes, et j'irais peut-être même jusqu'à dire que la France est devenue elle-même un État terroriste, puisque nous soutenons la terreur djihadiste en Syrie, et toujours sous couvert d'un grand lamento sur la guerre civile et les morts de civils innocents. Alors on avance le chiffre de 100 000, vous le savez comme moi, en oubliant de dire qu'il y a dans ces 100 000, il y a bien entendu des civils, mais des civils des deux bords, des civils régimistes, loyalistes, de même des éléments de l'armée de Damas, et il y a aussi des mercenaires et des civils tout à fait innocents. Donc on nous fait croire dans la présentation médiatique que les morts sont toujours d'un seul côté et jamais de l'autre. Et notamment dans ces affaires d'attaque au gaz, il y a un certain nombre de soldats, de légitimistes, qui ont été touchés, atteints et qui sont décédés de cette attaque au gaz. Quelle différence faites-vous entre Saddam Hussein qui a été balayé assez rapidement, Kadhafi en Libye qui a été balayé assez rapidement, et le fait que Bachar, lui, reste? Comment expliquez-vous? La question est intéressante, elle nous éloigne un peu de l'actualité, mais elle est intéressante. Saddam Hussein a été balayé au bout de 13 ans d'embargo, de blocus. Moi-même j'ai eu l'occasion de voir défiler l'armée irakienne. Les pantalons étaient élimés, les soldats étaient chaussés plus ou moins de baskets, il y avait des missilistes populaires mal armés, l'armée était totalement démoralisée, les valises de dollars sont arrivées dans les semaines et dans les mois qui ont précédé l'offensive américaine de 2003, du printemps 2003, pour corrompre, casser même le dispositif de défense et affaiblir encore, s'il était possible, le moral des troupes. Donc c'était un régime totalement à bout de souffle qui n'avait plus aucune ressource. Si Bush père n'est pas allé jusque Bagdad en 1991, en février 1991, tout simplement parce que la Russie soviétique, l'Empire soviétique n'était pas encore totalement tombé. Et là, il y avait une ligne rouge à ne pas franchir. Ça, c'est une explication. Quant à la Libye, c'est une bande côtière. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'arrière-pays. Il est très facile de maîtriser et de progresser sur une bande côtière. L'armée libyenne était une armée quasiment d'opérette. Les ressources, que ce soit les ressources démographiques de la Libye ou les ressources, encore une fois, logistiques, où les élites libyennes étaient extrêmement réduites, ce qui n'est pas le cas de la Syrie, pays puissant, militarisé. Il y a régime baassiste, c'est-à-dire national, patriotique et arabe, qui à un moment donné a été considéré d'ailleurs comme la Prusse du Proche-Orient du temps d'Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad. Donc c'est un pays qui était mieux structuré, mieux organisé, avec une armée puissante. Pensez que l'armée syrienne dispose de 2, 3, voire 4 fois plus d'appareils que l'aviation française, que l'aviation de guerre. Alors, ils sont peut-être moins bien pilotés, ils sont peut-être en moins bon état, mais il y a aussi quand même des pilotes russes qui sont par là derrière. Ça représente une menace réelle. On ne peut pas entrer en Syrie comme on est entré en Libye, c'est-à-dire on est entré comme dans du beurre. Qui plus est, d'ailleurs vous avez pu noter que ces jours derniers, le président Obama a ouvertement renoncé à toute opération d'ordre terrestre.
Il est beaucoup plus facile de frapper les gens avec des robots, des drones, des missiles de croisière, de frapper les gens. Il va s'agir de frapper les centres de communication, de frapper les centres de commandement, de tenter peut-être une frappe de décapitation pour tuer Bachar el-Assad dans un bunker. C'est certainement à l'ordre du jour. On doit être en train de le pister par radar et par satellite interposé. Donc beaucoup plus facile de tirer les gens comme des pigeons d'argile que d'aller les affronter sur le terrain, d'où l'explication. Vous avez évoqué le rôle de l'Empire soviétique lors de la première guerre en Irak. Quel est le rôle aujourd'hui de la Russie de Poutine dans cette affaire de Syrie? Alors, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a bien expliqué que la Russie n'allait pas, la Fédération de Russie n'allait pas risquer un embrasement, ni régional, ni au-delà, qui pourrait être mondial, pour la Syrie. Ça, c'est un discours officiel qui est destiné à rassurer, pour dire aux Américains, allez-y, mais à vos risques et périls, et de toute façon, nous ne pourrons pas bouger, nous ne bougerons pas parce que nous ne pourrons pas bouger. Ce n'est pas tout à fait juste. Dans les faits, des éléments de la marine de guerre russe se dirigent aujourd'hui vers les côtes syriennes, notamment la base de Tartus, notamment un bâtiment lance-missiles. Les Russes sont bien convaincus qu'en dehors des enjeux géo-énergétiques liés aux gigantesques postes de gaz de la mer Égée ou de la façade du Levant, il y a d'autres enjeux qui sont réellement d'ordre géostratégique. La Syrie étant le vestibule de l'Iran, si la Syrie tombe, l'Iran va être directement menacé, mais au-delà de ça, les Russes savent pertinemment, en tant que joueurs d'échecs, comme vous, mon cher Franck, que s'ils perdent la Syrie, demain matin, ils perdront le Caucase. Or, donc, la Syrie représente pour eux une ligne rouge, une ligne à ne pas franchir. Alors, beaucoup de rumeurs ont circulé, disant que les Russes, dans le cas d'une attaque américaine, pourraient, le cas échéant, tirer eux aussi une salve de missiles sur l'Arabie Saoudite. Est-ce gesticulation? Est-ce une simple rumeur? Est-ce des informations? L'hypothèse semble risquée. Toujours est-il que le rôle, vous le savez comme moi, le rôle de l'Arabie Saoudite n'est pas neutre, puisque ce sont eux qui soutenaient justement je ne vais pas dire les bandes, l'armée terroriste Al-Nusra, alors qu'avec une répartition des rôles que j'étudie d'ailleurs dans mon livre qui paraît cette semaine, Les Égarés, qui s'occupe du wahhabisme comme idéologie de subversion à la fois du monde arabe, de l'islam et même de l'Occident. Je vous renvoie par exemple aux publicités du Qatar sur Euronews actuellement, sur les nouvelles élites cosmopolites que le Qatar finance partout dans le monde, et notamment en Europe. Il y avait un exemple en Pologne, mais surtout en France, conjointement d'ailleurs avec les Américains. Donc le Qatar, lui, s'occupait des frères musulmans. Mais les frères musulmans ne sont au fond que le faux-nez ou le cache-sexe de cette idéologie et de cet islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam véritable, qui s'appelle le wahhabisme et qui s'appelle aussi bien donc, les frères musulmans en Turquie, en Égypte, en Tunisie et au Maroc, ne l'oublions pas. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un focus sur la situation d'Égypte? Dépend-elle de la situation syrienne ou au contraire c'est deux sujets totalement différents? Non, alors, juste un mot, ce sont pour l'instant deux sujets qui sont séparés, bien qu'il y ait régulièrement des combats et des morts dans le Sinaï, des bandes salafistes, qui se trouvent aussi bien dans le grand sud égyptien que dans le Sinaï, et qui sont là, qui d'ailleurs, à un moment donné, au moment de la prise du pouvoir par le général Sissi, se sont désolidarisés les frères musulmans. Mais encore une fois, ces djihadistes, ces salafistes représentent que l'un des visages d'un même problème. Donc l'Égypte, on voit qu'au fil des jours, et notamment on l'a vu hier vendredi, que les manifestations pro-Morsi, pro-frères musulmans se dégonflent. Il n'y a eu que 3 morts hier, à côté des 600, 700 morts qui ont pu émailler le parcours des frères musulmans ces dernières semaines. Donc le soutien s'essouffle. Non pas que la raison semble l'emporter, puisque le mal n'est pas curé sur le fond. En dépit des arrestations multiples et nombreuses, ce sont plus d'1 millier de cadres d'affaires musulmans qui ont été
qui ont été mis à l'ombre en Égypte. Le mouvement, puisqu'il s'agit d'un mouvement, cette fraternité musulmane, n'est pas dissoute pour l'instant, comme elle l'avait été en 1954 par Gamal Abdel Nasser, qui était un ancien frère musulman comme le général Sissi, et lui-même était fort proche, musulman rigoureux, fort proche des frères musulmans. C'est pourquoi il avait été choisi pour prendre la tête de l'état-major. Donc la situation a l'air de se calmer, tout simplement parce que par un jeu de bascule, actuellement, non pas les projecteurs de l'actualité se trouvent concentrés sur la Syrie, mais tout simplement parce que le focus de déstabilisation est aujourd'hui en Syrie, et que tout le Proche-Orient suspend son souffle aux événements qui risquent d'intervenir, puisque si embrasement il y avait, ce que les Américains visiblement ne souhaitent pas, là aussi M. Obama n'a pas eu la majorité dans son camp démocrate, mais plus encore une opposition des républicains, et ce serait à grand tort que l'on croirait que les démocrates représenteraient une gauche quelconque. Démocrates et républicains sont quasiment interchangeables, avec des gens, avec des va-t-en-guerre dans les deux camps, et des gens qui souhaitent que la raison prévale dans les affaires, dans la conduite des affaires extérieures des États-Unis. Donc l'Égypte, pour l'instant, est à mettre entre parenthèses, mais rien n'est résolu sur le fond, puisque un nouveau gouvernement va devoir sortir l'Égypte de l'impasse économique où elle se trouve plongée. Donc nous sommes en suspension, de même en Tunisie, de même également au Maroc. Donc c'est une affaire, je ne dirais pas que c'est une histoire sans fin, mais en tout cas c'est une histoire qui est très loin, très très loin d'être achevée. Mais raisonnablement, est-ce que nous pouvons penser que les Anglais, les Américains vont mettre en place une action contre la Syrie préventive avec des armes, avec des frappes, quand on sait que les deux chefs d'État sont en minorité, même dans leur propre camp? Oui, alors, contrairement à la France, M. Cameron a besoin d'un vote du Parlement, avait besoin d'un vote. Ce vote, il ne l'a pas eu. A une faible majorité contre lui. En France, c'est tout à fait différent. Il y a eu d'ailleurs un changement de constitution sous la présidence Sarkozy. Le chef d'État dispose de 40 jours pour engager les troupes françaises dans un conflit sans avoir à en référer au Parlement. C'était chose extraordinaire. Là même, vous pourrez constater, mais la presse n'insiste pas sur ce point, que même les chefs de groupes parlementaires, aussi bien socialistes, de l'UMP, n'importe quoi, de l'UDI, n'ont pas été convoqués à l'Élysée pour qu'on leur explique la situation. Alors bien sûr, ils grognent un peu, mais enfin tout ça, ce sont de larges guignolades. Donc en France, régime présidentiel, bâtard, avec une cinquième république et une constitution qui a été amendée à plusieurs reprises, le chef de l'État a les mains libres. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en 1999, lorsqu'un journaliste demandait à M. Jospin pourquoi la France était engagée dans une offensive contre la fédération yougoslave, à l'époque, ce n'était pas la Serbie seule, mais la fédération yougoslave, et s'il y aurait un vote au Parlement, M. Jospin, de façon extraordinairement aigre, avait répondu le Parlement sera informé d'heure en heure. Le Parlement n'a jamais été informé, et alors que c'était en dépit de toute l'égalité internationale, il n'y avait pas eu de vote, il n'y avait pas eu l'agrément du Conseil de sécurité, la France s'était lancée aux côtés des forces de l'OTAN et des États-Unis, qui sont toujours leaders dans ce cas de figure, s'était lancée dans cette aventure qui avait duré, je crois, 72 jours de bombardement sans aucune opération terrestre. Là, ce n'est pas une guerre de 72 jours, mais une guerre de 72 heures au plus, qui va être engagée. Nous avons affaire, au fond, à une entrée de jeu dans l'arène. Vous savez que d'abord le picador arrive à cheval et saigne, blesse le taureau pour lui faire baisser, non pas la garde, mais lui faire baisser la tête. Alors bien sûr, on a beau dire et répéter qu'on ne veut pas faire tomber le régime, il s'agit de l'affaiblir suffisamment, de l'ébranler psychologiquement, de susciter des réactions dans l'armée syrienne pour augmenter le rythme des désertions. Donc on veut affaiblir le régime, le propos est clair et sans aucune ambiguïté. Et la France se mêle de cette mauvaise action, mais non seulement
le Parlement n'est pas consulté. Les Français, eux, sont à la charnière de leur rentrée avec leurs préoccupations, leurs enfants qui vont à l'école. Vous noterez également que les mauvais coups sont au rendez-vous, puisque M. Ayrault, M. Hollande et Mme Taubira sont en train de vider les prisons. Et parmi les délinquants les plus dangereux, bien sûr, on va garder les très grands criminels, mais ceux qui commettent des attaques avec violence, puisqu'aujourd'hui 5 ans de prison, c'est un maximum pour des vols avec violence, par exemple, mais qui peuvent aller jusqu'à des tentatives d'homicide volontaire. Ces gens-là vont être remis en circulation. On pense que 50 000 détenus vont être libérés et donc vont pouvoir se donner libre cours. La France va être livrée au pillage, puisque ces gens savent très bien qu'aujourd'hui, ils ne risquent plus rien. Encore 2 questions, M. Vernochet. Quand vous parlez de frappe contre l'État syrien, vous parlez de frappe américaine, de frappe anglaise, américano-anglaise, enfin, qui va frapper? Alors, nous l'avons dit, et je n'avais en fait pas terminé sur votre dernière question. Les Anglais ne peuvent pas y aller, bien qu'ils soient déjà sur le terrain en encadrant des commandos, aussi bien de l'armée syrienne libre. Les Israéliens y sont également. Les Israéliens qui disent, mais nous, qui regardent ailleurs en disant, nous n'y sommes pour rien, nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit. Je rappellerai, mais là aussi, la presse quand même joue bien son rôle de menteuse professionnelle, que les Israéliens ont procédé au moins à 3 frappes massives sur des dépôts d'armes, sur des convois, est intervenu lourdement en Syrie, donc par voie aérienne, mais également, on sait que des commandos se rapprochaient de Damas, encadrés à la fois par des forces spéciales jordaniennes, ni françaises ni anglaises, mais certainement israéliennes. C'est le Figaro qui l'a dit. Le Figaro n'est pas un journal ni d'extrême gauche, ni d'une autre extrême quelconque. Donc leurs informations sont plutôt pesées à l'aune d'une certaine vérité. Voilà, donc les Anglais ne peuvent pas y aller, puisqu'il y a eu ce vote. Les États-Unis, M. Obama est seul maître à bord dans ce cas de figure. Il y a eu de nombreux précédents. Et la France n'a pas de compte à rendre. Donc il y aura 2 pays, la France en soutien logistique. Vous remarquerez aussi que M. Hollande, malgré tout, malgré ses rodomontades, ses roulements d'épaule, n'a pas daigné envoyer le porte-avions Charles de Gaulle, peut-être y avait-il un risque, en disant « Ah non, non, c'est le champ d'opération, le théâtre d'opération est trop éloigné, 3 jours, il faudrait 3 jours de route ». On ne voit pas pourquoi on n'a pas envoyé, dans ce cas-là, le Charles de Gaulle. Peut-être parce que la chose était risquée, on ne connaît pas les moyens de rétorsion des Syriens, de quels armements les Russes les ont dotés, dit d'ailleurs quelles sont la marge de manœuvre autorisée par les Russes dans l'utilisation de ces armements, Damas, parce que peut-être que les Russes eux aussi freinent, ne voulant pas d'embrasement général, mais également il faut savoir aussi si les Syriens auront le courage, auront l'estomac d'utiliser les armes qu'ils ont à disposition et qui pourraient, le cas échéant, faire des dégâts sur la flotte coalisée, en tout cas sur les bâtiments de guerre français, mais il y a 5 porte-avions sur site, 5 porte-avions américains, ce qui signifie plus de 100 bâtiments de guerre, puisque chaque porte-avions est accompagné par une flotte, une véritable flotte d'accompagnement, des destroyers, des bateaux usines, des bateaux ravitailleurs, ce n'est pas rien. La France, je crois, a un porte-hélicoptère et doit avoir aussi d'autres éléments, mais pour l'instant, le Royaume-Uni est en dehors, toute l'Europe est en dehors de cette affaire, et on a des gens qui se retrouvent finalement très isolés, la France et les États-Unis, mais les États-Unis, à la limite, s'ils ont besoin d'une coalition, puisque j'oubliais quand même le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui vont jouer leur rôle, mais un rôle d'arrière-plan, donc les États-Unis ont la capacité, ils l'ont dit, ils l'ont répété, d'agir seuls. Dernière question, on avait évoqué dans la presse officielle depuis quelques mois que la Syrie avait 3 alliés, l'Iran, la Russie et la Chine. Et on n'entend plus trop parler du gouvernement chinois. Est-ce que les Chinois ont un rôle à jouer? Alors, on ne parle plus, encore une fois, dans la grande presse. Les Chinois viennent de faire obstruction, de faire obstacle au sein du Conseil de sécurité, de façon très ferme et pour la énième fois réitérée, à toute volonté ou velléité de faire passer une résolution autorisant peu ou prou une attaque de la Syrie. Donc ils sont bien présents, ils font bloc puisque Russes et Chinois
font partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les 3 autres étant les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Donc là, il y a un bloc qui est inentamé du point de vue de la légalité internationale, et le respect de cette légalité internationale à laquelle Dominique de Villepin avait appelé en 2003, eux aussi s'arc-boutent sur le respect d'une légalité qui est en permanence violée, trahie et bafouée. Quant à l'Iran, vous le savez comme moi, vient de connaître un changement de régime. Ce n'est plus le président Ahmadinejad qui dirige les affaires, et je pense que la volonté iranienne aujourd'hui, c'est non pas vraiment de se coucher, mais de composer avec les Américains. L'embargo, notamment financier, qui autrefois avait fait tomber d'ailleurs les attaques sur le Rand, avaient fait tomber l'Afrique du Sud. L'embargo financier fait considérablement souffrir l'Iran, de même que l'embargo des exportations de pétrole brut. L'Iran donc est en arrière-plan, même si l'Iran a fait des déclarations fracassantes en disant qu'elle réagirait violemment et par la force des armes à toute attaque de la Syrie. Je pense que ce sont des paroles verbales. Alors, dernière question, peut-on imaginer, supposer qu'en cas de mauvaise gestion de ce conflit au Moyen-Orient, peut-on assister à la fin de la domination américaine sur le monde? Non, là, ça serait aller vite en besogne. Nous n'en sommes pas encore là, d'autant que tous les échecs américains, vous le noterez comme moi, permettent de doper les industries de l'armement et d'élever, ou plutôt d'approfondir le fossé technique séparant les États-Unis dans leur domination, leur suprématie technique en matière d'armes du reste du monde. Encore que la Chine rattrape au galop son retard, et que la Russie, elle, n'est pas en reste et possède des armes qui peuvent faire frémir, comme les fameuses torpilles à cavitation tueuses de porte-avions, peuvent faire frémir d'horreur les stratèges américains. Donc votre question, c'était la fin de la domination américaine? Non, pas de fin de domination américaine, mais je crois le point fort, ce qu'il faut toujours rappeler, il faut toujours revenir aux évidences, c'est que quand on engage un conflit, nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'en 1998, lorsque M. Clinton, pour échapper à ses poursuivants dans l'affaire de ses rapports inappropriés, c'était le terme qui avait été utilisé avec mademoiselle Monica Lewinsky, frappe durement, sévèrement l'Irak. Nous ne sommes plus du tout dans le même contexte international. La suprématie unipolaire voulue par les Américains n'est plus exactement la même. Un monde multipolaire est en train d'émerger. Et retenez bien ces choses, c'est que quand on engage un conflit, aussi limité soit-il, on ne sait jamais sur quoi il débouchera. Et là est la grande interrogation, et d'ailleurs là aussi la grande interrogation du Pentagone, qui n'était pas chaudement en faveur d'une intervention. Ce sont encore une fois les politiques, parce que ce sont des idéologues, comme le wahhabisme est une idéologie et n'a rien à voir avec une religion, ce sont les idéologues et les idées qui gouvernent le monde. Les idées sont toujours meurtrières quand on en fait un mésusage. Merci beaucoup. Merci à vous.